Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette émission exceptionnelle. Pour la première fois dans l'histoire des services secrets français, le patron des services secrets français donne un entretien grand format à la télévision. Nicolas Lerner, bonsoir. Bonsoir Monsieur Rochebin. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre maison, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Vous avez la haute main sur le renseignement, l'espionnage, le contre-espionnage, les opérations clandestines de la France. On a quelques points de comparaison, CIA américaine, MI6 anglais, les services russes, le Mossad. Qu'est-ce qui est comparable ? D'abord, bonsoir, très heureux de vous accueillir ici au siège de la DGSE. Vous avez fait référence en effet à des services qui sont des modèles, des références en termes d'espionnage et de renseignement. Ce qui est comparable, c'est que ce sont de grands services avec des moyens humains, techniques, très importants. Ce qui est comparable également, c'est qu'on parle de pays qui recueillent du renseignement à l'échelle du globe, qui ont donc une vocation universelle ou universaliste, comme la France, comme la DGSE. Ensuite, chaque pays fait des choix parfois d'organisation différentes. La France, avec la DGSE, a fait le choix du modèle intégré. Vous êtes ici au sein d'un service qui fait du renseignement humain, de l'espionnage humain, du renseignement technique, pour le compte d'ailleurs de l'ensemble des services de renseignement français, qui conduit aussi les opérations clandestines de la France, là où d'autres pays, d'autres services sont organisés de manière plus cloisonnée. La gravité des menaces commande les moyens donnés. Est-ce qu'il est vrai que depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les moyens de la DGSE, alors il y a une partie secrète, mais il y a une part qui ne l'est pas, les moyens ont été fortement augmentés? Oui, absolument. Les moyens de la DGSE depuis 2017, mais les moyens des services de renseignement en général. Vous savez, j'ai été patron de la DGSI, le service intérieur, pendant 5 ans, plus 1000 fonctionnaires supplémentaires depuis le début du quinquennat, plus 1100 à la DGSE depuis 2017, dans le cadre des 2 lois de programmation militaire, et encore 500 recrutements à faire d'ici la fin de cette loi de programmation militaire portée par le ministre des Armées. Ça veut dire quoi? Si on cumule tout, les agents, les officiers traitants, les correspondants, les sources, ce qui est public, ce qui n'est pas public, etc., l'ordre de grandeur des membres de la DGSE, c'est combien de milliers de personnes? L'ordre de grandeur des agents directement employés par la DGSE, c'est un peu plus de 7500 personnes, service action compris. Vous comprendrez que je ne rentre pas dans le détail de ce qui relève de nos effecteurs, de nos sources, qui par définition sont le chiffre et le domaine le plus sensible et le plus classifié. Mais un peu plus de 7500 personnes aujourd'hui. Alors, nous sommes ici dans la salle de commandement de la DGSE, c'est le lieu central dans ce quartier secret. On est dans une sorte de quartier de Paris entièrement fermé. Il y a une table qui est autour de nous, où vous siégez, je crois, là. C'est ça? Absolument, j'ai mes habitudes ici. Et chaque directorat, comme on dit dans d'autres maisons, chaque directeur est là. Comment est-ce qu'on manie le secret? Est-ce que vous avez la certitude, alors là, nous sommes en émission de télévision, mais quand vous fermez les écoutilles, est-ce que vous avez la certitude que personne ne vous entend ici? Que personne ne nous entend? Nous en avons évidemment la certitude, et c'est une salle, comme beaucoup de salles de la DGSE, qui régulièrement fait l'objet, dans notre jargon, de ce qu'on appelle un dépoussiérage, c'est-à-dire de mesures de sécurité pour garantir que ce qui se passe ici ne peut pas être entendu de l'extérieur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il n'y a pas un téléphone qui rentre ici. Moi, j'ai dû laisser mon téléphone, c'est un traumatisme pour moi, je vous avoue. Voilà, on voit ici l'interdiction des téléphones. C'est parfois assez salutaire de se priver de son téléphone quelques minutes. Pourquoi, au fond? Expliquez-nous la technique. On va entrer dans cet entretien aussi dans des aspects techniques, parce qu'il n'y a pas que l'actualité forte, il y a aussi des aspects techniques. Quel est le risque si quelqu'un emmène son téléphone ici? Le téléphone est évidemment un outil, un compagnon du quotidien pour l'ensemble des Français. C'est aussi un formidable outil d'espionnage. Aujourd'hui, il n'y a pas un téléphone, il n'y a pas une application, à part celle évidemment développée par les services et pour les services. Mais il n'y a pas une application qui ne peut pas faire l'objet de mesures de piégeage, et parfois de mesures de piégeage sans que l'utilisateur s'en rende compte. C'est pour cela que nous sommes amenés à prendre des mesures aussi strictes. Question naïve, je suis sûr que ça intéressera beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent là. Est-ce qu'il y a des messageries plus sûres que d'autres? Vous savez, il y a tellement de fantasmes, on dit ah non, il faut aller sur WhatsApp, non, il faut aller sur Telegram, etc. Est-ce qu'il y a des degrés? D'abord, le principe, c'est que selon la sensibilité de l'information que vous voulez partager, vous adaptez le mode de communication. Il n'est pas rare que lorsque je dois échanger avec des autorités politiques, parfois avec des homologues, nous privilégions le contact à la voix, que je me déplace ou qu'elle se déplace en France. Pour les raisons les plus secrètes, on dit que c'est le seul degré de secret absolu, c'est ça? C'est la voix. C'est la voix. Il n'y a pas de trace écrite, pas d'utilisation d'outils informatiques ou numériques. Ensuite, il y a, deuxième niveau, des outils maison développés par et pour les services. Et puis le troisième niveau, c'est évidemment les messageries
commercial grand public. Les Français qui s'intéressent, les Françaises peuvent aller sur le site de l'Agence de sécurité informatique pour voir un petit peu le comparatif. Il y a deux éléments. Quelles sont les messageries qui stockent des métadonnées sur l'utilisateur, et il y a une gradation. Et puis, quelles sont les messageries qui stockent les données sur le territoire national et qui sont dans ces cas-là homologuées. Il y en a un certain nombre qui sont recommandées pour cela. Vous êtes sans doute un des hommes les plus renseignés du monde et de France. DGSI, puis DGSE, renseignement intérieur, puis renseignement extérieur. Cette année où tous les renseignements, y compris les plus secrets, vont à vous, est-ce qu'il y a une part qui est uniquement orale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une part de secret qui est partagée seulement oralement, en clair, par vous, avec le président de la République ? Il peut arriver en effet que j'ai des échanges dans un conclave singulier avec le président de la République, avec mon ministre de tutelle ou avec un homologue étranger. En effet, ça peut arriver. Donc il y a une part de secret qui n'est qu'à vous, qu'à 2 ou 3 têtes. Ça peut en effet arriver pour les affaires les plus sensibles, même si j'insiste ici sur le fait que mon activité, comme celle de tous les serviteurs de l'État, des directeurs de l'État, est soumise à une loi nationale, qui est la loi sur les archives. Tout ce que j'écris, tout ce que j'échange est soumis à un archivage, avec des règles bien sûr de classification. Ça sera ouvert dans combien de temps ? 50 ans, oui, le délai de droit commun. Monsieur le directeur général, parlons des dangers que la France voit comme les plus immédiats. Un des plus actuels, c'est la Russie. Le président de la République a dit « menace existentielle ». Le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, va très loin en estimant qu'elle pourrait s'en prendre à l'OTAN. Est-ce que ça correspond aux renseignements que vous recoupez ? Je crois que tant le président de la République que le secrétaire général de l'OTAN hier ont eu raison d'insister sur le fait que la Russie pose une menace existentielle à moyen et long terme pour l'Europe, pour nos démocraties, pour nos valeurs. Et si vous le permettez, puisque j'ai un tout petit peu de temps, distinguer ce qui relève du renseignement, de l'analyse ou du temps de préparation. Aujourd'hui, je crois qu'aucun service dans le monde n'est capable de dire que Vladimir Poutine attaquera tel pays au moyen de tel plan, tel jour, à telle heure. C'est évidemment beaucoup trop tôt. Néanmoins, lorsqu'on regarde le cercle idéologique qui entoure le président Poutine, lorsqu'on analyse, et aujourd'hui les mots ont un sens, les mots des dirigeants, singulièrement des régimes autocratiques, ont un sens. Quand on regarde l'idéologie qui fonde aujourd'hui la politique étrangère du président Poutine, quelle est-elle ? Très rapidement, 2 éléments. 1, le sentiment d'être assiégé, d'être menacé par l'essor des démocraties assez franche, ce qui fonde une intervention de la Russie pour réduire ce danger, pour traiter ces dangers. Une intervention qui est aujourd'hui dans le champ inframilitaire, mais qui pourrait un jour relever du champ militaire. Est-ce que vous entendez en clair une forme de discours sur la guerre préventive ? Est-ce qu'ils sont en train par avance de justifier une éventuelle offensive ? En tout cas, le terrain idéologique, en effet, en assumant aujourd'hui que la Russie est menacée par l'essor des démocraties à ses portes et à ses frontières, pose les bases de ce qui, potentiellement, un jour, serait une intervention militaire. Et le deuxième élément, là aussi, très clair et très assumé dans les discours de ces idéologues et du président Poutine, c'est une forme de nostalgie de l'Empire russe. Les idéologues auprès de lui indiquent et régulièrement que la Russie sera empire ou ne sera pas, ce qui, là aussi, pose les bases idéologiques, conceptuelles, d'une action qui, un jour, peut-être sera militaire. Et c'est ce qui justifie que la France, avec ses partenaires de l'OTAN, s'y prépare sans céder à la peur, mais en s'y préparant très sérieusement. Jusqu'où va cette volonté de reconquête ? Est-ce que c'est seulement reconstituer l'Empire là où ils étaient, ou est-ce que c'est attaquer potentiellement l'OTAN ? Le scénario asymétrique, où ils attaqueraient un point faible ou relativement faible comme les pays baltes, est-ce qu'il existe pour vous ? Ce sont des scénarios auxquels, en tout cas, il faut se préparer quand on voit ce soubassement idéologique auquel non seulement le président Poutine et ses équipes préparent les populations, mais auxquels ils croient profondément. Avez-vous des indices que les services russes tentent d'interférer dans la politique française, par exemple dans les prochaines échéances électorales ? La menace russe fait l'objet de vastes discussions. Et je comprends pourquoi elle fait l'objet de vastes discussions. Vous savez, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des menaces qui se voient, il y a des menaces qui font des morts, il y a des menaces qui tuent. Je pense au terrorisme islamiste, par exemple. Et puis, il y a des menaces beaucoup plus diffuses, beaucoup plus discrètes, mais qui n'en sont pas moins dangereuses et pas moins insidieuses. Et oui, il a été démontré que la Russie, aujourd'hui, développe des lignes d'action sur lesquelles nous pourrions revenir dans le champ informationnel, dans le champ cyber, dans le champ de l'ingérence, de l'espionnage, avec des actions cinétiques aussi sur notre sol. Quel est le pas d'après, pardon ? On se souvient qu'à l'époque du KGB, ils allaient très loin. Ils donnaient du cash, notamment au Parti communiste français de l'époque, pas le Parti communiste d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, quel est le pas d'après s'ils veulent se mêler, par exemple, des élections, y compris des élections présidentielles ? D'abord, avant le pas d'après, il y a le pas
que nous connaissons aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, oui, la Russie interfère dans des élections chez certains de nos partenaires à l'est de l'Europe. Mais lorsque la Russie, par une action informationnelle déterminée, sape, affaiblit la confiance que nos concitoyens peuvent avoir dans notre démocratie, à l'intérieur de nos frontières ou à l'extérieur, c'est déjà une ligne d'action extrêmement agressive. Donnez-nous un exemple, pardon. On a en tête quelques exemples, alors qui parfois sont très sérieux, parfois ont l'air un peu pieds nickelés, des espèces de tags, des opérations avec des faux cercueils qui sont mis au bas de la tour Eiffel, etc. Est-ce que ça va plus loin que ça ? D'abord, vous savez, ces opérations dites pieds nickelés sont graves. On a des services de renseignement étrangers qui payent des effecteurs pour agir sur le territoire national, pour monter des opérations fausses de toutes pièces et les amplifier. Et quand vous regardez ensuite la manière, et je les comprends, dont un certain nombre de nos concitoyens sont sensibles ensuite à ces narratifs. Vous savez par exemple qu'une part importante de la population française pense que la France est présente militairement en Ukraine, parce que c'est le narratif que la Russie pousse. Donc c'est déjà en effet extrêmement grave. Mais pardon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon vous, il y a par exemple des trolls, comme on dit maintenant, des gens qui, qui sont là, des dizaines, des centaines, des milliers, notamment en Afrique ? Bien sûr, des opérations numériques, ce n'est pas une nouveauté, en France, en Afrique. Moi, depuis que j'ai pris mes fonctions, à au moins 5 ou 6 reprises, j'ai été en situation de prendre la tâche de mes homologues, parfois d'autorités politiques africaines, pour les mettre en garde sur des manœuvres de déstabilisation menées par la Russie. La vraie nouveauté, M. Rochebain, de ces derniers mois, c'est que ces opérations numériques s'appuient désormais sur des opérations physiques au sol, c'est-à-dire, sur le territoire national. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là, opération physique ? C'est-à-dire des agents russes ? C'est-à-dire que non pas des agents russes directement, vous savez que les services, et lorsque j'ai été DGSI, et la DGSI continue aujourd'hui à porter un coup très important au dispositif de renseignement russe, il faut que nos téléspectateurs se rendent compte qu'avant le début de la guerre en Ukraine, c'était près de 80 agents d'espionnage qui étaient présents sur le territoire national. Près de 50 ont été expulsés. C'est plus compliqué pour eux d'agir sur le territoire, donc ils agissent ce qu'on appelle par proxy, en payant, en rémunérant des sources, des opérateurs. C'est extrêmement grave. Est-ce qu'ils achètent beaucoup de gens ? Alors, tout le monde achète tout le monde. On sait bien que les Américains achètent des gens, que les monarchies du Golfe tentent d'acheter en tout cas beaucoup de gens et de situations. Est-ce qu'il y a un effort des Russes pour acheter des dirigeants, pour acheter des acteurs politiques notamment ? Je serais prudent de ce point de vue-là, puisque les enquêtes que nous avons réalisées, montrées, ont au contraire permis à chaque fois qu'une tentative d'ingérence était démontré, d'intervenir et de la faire stopper. Mais qu'il y ait en effet des tentatives russes, et certaines affaires récentes, il y a encore 2 ou 3 ans, l'ont montré, d'acheter, de rémunérer des sources sur le territoire. Vous pensez à quoi ? Je pense par exemple, mais parmi d'autres, à une affaire de contre-espionnage réalisée par les services intérieurs en 2022, où un Français, haut placé au sein d'une entreprise, était rémunéré depuis plus d'une dizaine d'années, rémunéré de manière assez significative. Ça veut dire quoi, significative ? Ça veut dire bien plus que le salaire médian des Français, 2 à 3 fois le salaire médian par mois, pour fournir des informations. Et c'est une indication sur la sensibilité des indications. Cette affaire a été mise à jour et 6 agents du renseignement russe ont pu être expulsés. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Tout revient à un homme, en l'occurrence, c'est Vladimir Poutine. Est-ce que le profilage psychologique fonctionne ? Ça a beaucoup été utilisé pendant la guerre froide. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous le faites ? D'abord, vous savez, renseigner, c'est recueillir des éléments d'information bruts. Mais c'est aussi parce que c'est ce qu'attendent nos autorités, être en capacité de renseigner sur les intentions d'un pouvoir adverse ou d'un État ou d'un chef d'État. Et pour renseigner sur les intentions, il y a 2 éléments, 2 lignes d'effort. Le premier, c'est le travail que nous menons avec le monde de la recherche, avec les historiens, qui peuvent resituer. Vous savez, parfois, quand on est dans un service de renseignement, on peut avoir tendance à être un peu la tête dans le guidon, pardon pour l'expression. Et donc, moi, j'ai souhaité, dans la continuité de mes prédécesseurs, renforcer ce travail avec le monde de la recherche et avec les historiens. Et puis, le deuxième axe, en effet, c'est l'aspect psychologique. Parce qu'un chef d'État, surtout lorsqu'il est expérimenté, comme le président Poutine, lorsqu'il prend ses décisions, c'est fondé sur un profil, une expérience. Et nous avons ressenti le besoin, singulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine, de renforcer nos capacités de profilage, pour utiliser un mot qui parlera. Est-ce qu'il y a une continuité psychologique, même historique, puisque vous mentionnez ce mot? Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer et Vladimir Poutine et votre actuel homologue russe, Naryshkin, et ce sont d'anciens du KGB. Ils ont été formés à ça. C'est leur école. Ce sont des policiers de la police secrète d'État. Est-ce que ça permet de comprendre aussi ce qu'ils vont faire? Je crois que ça permet en effet de comprendre comment ils réagissent, quel rapport ils ont à la force et à l'intimidation. Vous savez, moi, une anecdote en 15 secondes qui m'a toujours frappé, c'est la manière dont Vladimir Poutine est allé, il y a quelques années, inaugurer au siège du SVR, puisque vous mentionnez Sergueï Naryshkin, le monument
en hommage aux clandestins, ces espions qui travaillent sous couverture profonde à l'étranger. Et quand on regarde sur Internet, on trouve facilement cette arche, on retrouve Pékin, New York, Paris, Londres. Donc le chef de l'État russe assume qu'il a, au moment où nous nous parlons, des agents clandestins dormants. Et donc ce recours, en effet, à la menace, à l'intimidation, y compris d'ailleurs au cœur même de nos frontières, la Russie a commis des assassinats ciblés ces dernières années, est en effet une ligne de force majeure pour comprendre comment ces chefs d'État aujourd'hui dirigent et agissent. Est-ce que c'est lié au risque paranoïaque dont vous parlez? C'est une vision du monde très complotiste. Alors, c'est bien d'avoir des services secrets, mais quand on voit le monde uniquement sous ce prisme-là, c'est dangereux. Oui, en effet, un prisme peut-être trop sécuritaire, et nous essayons de nous en garder ici, peut en effet ensuite aboutir à une vision du monde sans doute déformée. Vous savez, on dit que dans les services de renseignement, la paranoïa est une qualité. Ça l'est dans les services de renseignement. Je ne sais pas si ça l'est en politique. Il est paranoïaque, Vladimir Poutine? Je n'irai pas jusque-là et je me garderai bien de le qualifier. Je ne suis pas psychologue. Comment est-ce qu'on pénètre des régimes aussi fermés? Autrement dit, est-ce qu'on peut partir du principe que vous avez des sources partout? J'espère que vous en avez. Vous avez des sources au Kremlin. Pénétrer ce type de régime est difficile et compliqué. Vous savez, il y a un temps aujourd'hui où travailler du renseignement humain, recruter des sources qui rapportent réellement, qui sont capables de nous dire voilà réellement ce que va penser Vladimir Poutine ou un dirigeant russe, c'est aujourd'hui extrêmement compliqué. D'abord parce que ce sont des régimes, vous avez cité le mot paranoïaque, et donc extrêmement protégés, et puis parce que ce sont des régimes où la prise de décision est concentrée dans quelques mains, pour ne pas dire dans 2 mains. Et donc être en capacité de pénétrer ces structures et ces régimes, évidemment que comme tout service de renseignement du monde, nous essayons, évidemment que nous travaillons à cela. Je dis aujourd'hui que c'est évidemment extrêmement compliqué. Est-ce qu'il y a des très grosses prises? Je me rappelle dans les années 80, des agents comme Farwell, qui étaient des agents très haut placés dans le KGB. Est-ce qu'on peut partir du principe qu'encore aujourd'hui, c'est possible? Le principe, monsieur Rochebin, c'est que ces très grosses prises, en général, on en a connaissance après que l'affaire ait été traitée et été purgée. Ouais, c'est la logique, effectivement. De toute façon, l'information, est-ce qu'elle passe? En réalité, est-ce qu'il y a des mondes complètement clos où, que ce soit même la Russie, même l'Iran, on l'a vu avec le Mossad, qui a réussi à pénétrer, tout est pénétrable? Pénétrer un certain nombre de ces régimes est compliqué. Vous avez cité la Russie, vous avez cité l'Iran, on pourrait citer la Corée du Nord, qui sont des régimes en effet extrêmement fermés. Mais Corée du Nord, c'est impossible. Corée du Nord, c'est en effet extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Mais vous savez, ce qui fait aujourd'hui à la fois l'intérêt mais la difficulté d'un service de renseignement, c'est que beaucoup de choses sortent. Beaucoup de choses sortent dans l'ouvert. Et c'est sans doute ainsi très bien. Mais notre travail n'est pas uniquement d'aller, évidemment, recueillir ce qui est sorti, mais c'est de s'approcher au plus près du cœur de l'État. Et là, dans tous les pays que vous avez cités, c'est évidemment une mission qui est difficile. Mais c'est pour ça que notre métier est intéressant et passionnant. Nicolas Lerner, cas d'école, ce qui s'est passé en Iran, le bombardement du site nucléaire de Fordo par les Américains. Là, beaucoup de questions très concrètes. D'abord, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes dans la nuit? Est-ce qu'on vous réveille? Absolument, on me réveille. Ça se passe un peu avant 2 heures du matin, heure française. Vous savez, j'ai un ancien homologue britannique qui me disait lorsqu'on reçoit des SMS, c'est que c'est pas très grave. Lorsqu'on vous appelle, et de fait, ça s'est vérifié. Donc, en effet, on m'a appelé pour me prévenir. Vous savez que la France n'était pas associée à ces opérations militaires, n'était pas informée. Donc, pas averti. Vous n'étiez pas averti. J'ai appris en effet la survenance de ce raid un peu avant 2 heures du matin. Ça veut dire quoi? C'est sur votre portable personnel qui est à côté de votre table de nuit que vous recevez l'appel? Ça veut dire que c'est sur un de mes portables, en effet, à côté de mes tables de nuit, que je reçois l'appel. Et à ce moment-là, encore une fois, vous n'avez pas été averti par aucun service, pas même la CIA? À ce moment-là, on est en éveil, puisqu'un certain nombre d'indications laissent entendre que les États-Unis envisagent une telle action, mais en effet, je l'apprends alors que la frappe a eu lieu. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut déterminer ou avoir en tout cas une évaluation sur ce qui a été détruit ou non à Fordo et ailleurs du nucléaire iranien? Il faut, je crois aussi, là, être assez précis et distinguer ce qui relève du renseignement, là aussi de l'analyse. Moi, je suis affirmatif sur le fait qu'aujourd'hui, aucun service de renseignement du monde n'est capable ou n'a été capable, dans les quelques heures qui ont suivi ces frappes, d'avoir une évaluation parfaite, totale, de ce qui a pu se passer. Ce travail de renseignement, il a commencé avec les frappes israéliennes, il s'est poursuivi avec les frappes américaines, et il va durer de longues semaines et de longs mois. L'appréciation, néanmoins, nous en avons aujourd'hui. Vous savez, le programme nucléaire iranien, c'est de la matière, c'est du nucléaire, de l'uranium, enrichi. C'est une capacité de convertir cet uranium de la phase gazeuse à la phase solide. C'est la fabrication du cœur et c'est la vectorisation. Notre appréciation aujourd'hui, c'est que chacune de ces étapes a été très sérieusement touchée, très sérieusement endommagée, et que le programme nucléaire iranien, tel que nous le connaissions, a pris
beaucoup de retard, sans doute beaucoup de mois de retard à partir du moment où le guide suprême déciderait de le lancer. Ça, c'est une réalité qui mérite encore néanmoins d'être affinée. Donc il y a eu un effet quand même, on ne peut pas dire que rien ne s'est passé. Il y a eu un retard, indéniablement, 6 mois peut-être. Indéniablement, plusieurs mois à coup sûr, indéniablement un retard sur le programme tel qu'il était conçu de manière industrielle. Une fois que j'ai dit ça, M. Rochebin, peut-être 2 éléments qui invitent à la prudence. Le premier élément, et de ce point de vue-là, il y a un consensus sur le fait que la matière, les 450 kilos d'uranium enrichi, est en Iran, reste aujourd'hui, peut-être qu'une petite partie a été détruite, mais cette matière reste aux mains du régime. Est-ce que vous avez une idée de là où il est ? Aujourd'hui, nous avons des indications, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire avec certitude, notamment tant que l'agence dédiée, l'AIEA, n'a pas repris son travail, et c'est pour ça que c'est tellement important, nous ne sommes pas en capacité de le tracer avec certitude. Le deuxième élément, c'est que les dommages que nous évaluons sur le programme sont évalués sur la base du programme tel que nous le connaissons, et nous, certains partenaires. Dès lors que l'Iran serait en capacité de développer un programme clandestin, d'enrichir, peut-être pas à hauteur ou dans les capacités ou en nombre tel que c'était prévu avant, mais une plus petite capacité et de le vectoriser, on voit bien que le risque demeure important. Et c'est pour ça, M. Rochebin, que la France est tellement attachée au fait que cette crise nucléaire se résout via une solution diplomatique. Dans ce genre de dossier, est-ce qu'il est vrai, on le dit souvent, qu'il y a une espèce de troc, par exemple avec le Mossad, avec la CIA, du genre « je te donne telle information, tu me donnes telle autre ». Il y a, avec les services de renseignement du monde, un partenariat d'une densité incroyable, exceptionnelle. Il y a un domaine, je dois le dire, qui souffre pratiquement pas d'exception, sur lequel on n'est pas dans une logique de donnant-donnant, c'est le terrorisme islamiste. Le terrorisme islamiste, nous coopérons, quel que soit l'état des relations diplomatiques, parce qu'il en va de la sécurité de nos ressortissants et de nos États. Ensuite, comme toute relation d'État, il est évident que plus vous partagez avec un partenaire, plus le partenaire sera enclin à partager. C'est une règle de base, en effet, de la coopération en matière de services. Même avec les régimes où il y a une certaine tension, par exemple, on parlait de Naryshkin tout à l'heure, votre homologue russe, vous lui parlez au téléphone ? Oui, les canaux avec les services de renseignement n'ont jamais été interrompus. Le président de la République a été attentif à cela pour 2 raisons. D'abord, je l'indiquais, parce que la coopération en matière de terrorisme islamiste est un impératif, une règle non dite. Nous continuons à transmettre des informations, nous continuons à en recevoir. Et puis, bien évidemment, le président de la République a également souhaité que je maintienne ce canal lorsque les canaux diplomatiques étaient fermés. Vous savez que le président a souhaité reparler au président Poutine il y a quelques jours. J'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de m'entretenir avec Sergueï Naryshkin. La dernière fois, c'était quand ? C'était encore récemment. Est-ce que ça vaut même, le dossier est évidemment très sensible, avec les services algériens ? Le principe de maintenir des canaux ouverts entre services est un principe qui ne souffre pratiquement jamais d'exception. Et c'est là d'ailleurs une des forces des échanges entre services et du canal service, de faire en sorte que lorsque les canaux diplomatiques sont fermés, parfois grippés, parfois fortement grippés, ce canal entre services donc là, vous reste parlez ouvert. Avec les services du monde entier, tous. Nous parlons avec la quasi-totalité des services de sécurité du monde entier. Et pour répondre à votre question, j'entretiens des relations d'échange avec, en effet, mes homologues algériens. Et c'est important dans le contexte que connaissent actuellement nos 2 pays. Est-ce qu'il est vrai qu'on l'a beaucoup dit, qu'entre l'Algérie et la France, en dépit de toutes les tensions très graves qu'il y a actuellement, l'échange d'informations contre les terroristes et les islamistes violents existe ? Oui, l'échange d'informations existe. Vous savez, en matière de terrorisme, il y a aussi différentes gradations. Il se poursuit. Il se poursuit aujourd'hui. Il y a des pays aujourd'hui avec lesquels on a une coopération extrêmement dense, opérationnelle. C'est moins le cas avec l'Algérie que ça a pu être par le passé, mais aujourd'hui, l'échange d'informations sur les menaces susceptibles de viser réciproquement nos pays se poursuivent et nous veillons à ce qu'ils se poursuivent. Les États-Unis d'Amérique sont évidemment un pays ami. Est-ce qu'il y a un changement avec cette nouvelle administration ? Là aussi, vous avez parlé, j'imagine, avec vos homologues, avec Tulsi Gabbard, avec le patron de la CIA. Est-ce que ça change ? Avec John Ratcliffe, bien sûr, à plusieurs reprises. D'abord, les services américains restent aujourd'hui un partenaire stratégique de la plus haute importance pour la DGSE et pour l'essentiel des services occidentaux. 2 choses peut-être là-dessus. D'abord, depuis l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration, nous n'avons ressenti aucun changement de nature opérationnelle dans l'échange avec l'ensemble des services américains. J'évoquais la communauté, 4 ou 5 services avec lesquels nous interagissons. Et donc ça, c'est un élément très rassurant. En matière de lutte contre le terrorisme, d'ingérence étrangère, la coopération se poursuit. Ce qui est vrai néanmoins, M. Rochebin, c'est que le président Trump n'en a pas fait mystère. Il souhaite que ces services de sécurité se concentrent sur les menaces visant directement le territoire américain. Ça, c'est un changement.
Ça, c'est un changement qui vous affecte. C'est un changement qui est susceptible de nous affecter. Moi, j'anticipe le fait qu'à moyen constant, voire à moyen décroissant, puisque vous savez que les services américains n'ont pas été épargnés par la politique de diminution des effectifs, que les services américains vont sans doute se reconcentrer sur certaines menaces. On peut penser à la menace migratoire, à la menace liée aux stupéfiants. Et que donc, mais d'ailleurs, c'est ce que les Américains eux-mêmes demandent, il nous faut, en Européens, compenser peut-être ce qui un jour sera une forme de moindre engagement américain. Mais tout ça n'est pas contradictoire. Comme dans le domaine militaire, les Américains demandent à l'Europe de faire plus, en matière de renseignement, les Américains demandent aussi aux Européens de faire plus, et ça tombe bien, c'est ce que nous faisons. Monsieur le directeur général, vous êtes un employeur très particulier, un des employeurs les plus sensibles qui soient, vous devez engager des espions. Si je vous demande 3-4 adjectifs, qu'est-ce qui fait un bon espion ? C'est compliqué parce qu'on a des espions de différentes natures, on a des espions qui sont... Adjectif, qu'est-ce que vous diriez ? Qualité. Malin. Malin, intéressant comme première qualité. Hein. Malin, ça me vient très spontanément. Ouais. Curieux de l'âme humaine, curieux des turpitudes humaines. Et puis prudent, quand même, modeste et prudent. Vous savez, un espion prend des risques, il en fait prendre à son pays diplomatiquement, il en fait prendre à son service, il en prend lui-même. Et donc cette dernière qualité qui est la modestie, et je rajouterais le sang-froid, cette capacité à savoir s'arrêter, à ne pas pousser trop loin son avantage, cette capacité à ne pas réaliser une opération dès lors qu'existe un infime doute sur le fait qu'elle puisse échouer. Voilà, il faut de la curiosité, il faut s'intéresser à son prochain, à l'âme humaine, à ses faiblesses. Vous savez, les ressorts de l'espionnage n'ont pas beaucoup changé depuis un millénaire sans doute, donc il faut aimer ça. Alors il y a la version un peu chrétienne, commettre les larmes et les péchés, mais la version un petit peu noire, vous dites connaître les turpitudes. Les grands policiers disent ça aussi. Il faut pas être trop normé, il faut imaginer toujours le pire. Oui, il faut imaginer le pire. Vous savez, lorsqu'on rentre à la DGSE, il n'y a pas d'école de l'espionnage en France. On rentre à la DGSE, on peut être ingénieur, on peut être contractuel, on peut être fonctionnaire, on peut être militaire. Et c'est lorsqu'on rentre à la DGSE qu'on va choisir de servir dans tel ou tel domaine. La technique, évidemment, si on a cette formation-là, ou qu'on va choisir de réaliser une carrière d'espion. Et ensuite, on est formé. Et vous savez, une des qualités d'un bon espion, c'est d'être, et je rajoute un adjectif ou un nom, c'est d'être un peu manipulateur, c'est-à-dire amener une personne, parce qu'au fond c'est ça l'espionnage, à trahir son pays, à trahir son entreprise pour servir la France. Et pour ça, il faut être un petit peu manipulateur, il faut aimer les gens, il faut aussi connaître les faiblesses humaines pour amener quelqu'un à vous servir et à coopérer avec vous. Quels sont les talons d'Achille chez les autres? Vous dites bien, il faut amener des gens à trahir leur pays. Alors, il y a des lieux communs, on dit c'est le sexe, c'est l'argent, quoi d'autre? Vous savez, ces lieux communs en matière d'espionnage, ça marche. Ouais, beaucoup de choses ont été écrites ou ont été dites. Vous savez, on revisionnait ici avec les équipes il y a quelques semaines le film d'Éric Rochant, que moi je trouve qui n'a pas pris une ride, Les Patriotes. Parce que tout est dit dans ce film. Et les ressorts, vous savez, les fameuses MICE, M-I-C-E, money, idéologie, charme ou sexe, pour aller dans votre sens, et ego, marchent aujourd'hui. Et quand on regarde les affaires que j'ai eu à traiter, y compris en tant que patron du contre-espionnage sur le territoire national, on voit bien que ces ressorts, ou la combinaison de ces ressorts, restent, heureusement ou malheureusement, de très grande actualité. Il y a eu des cas importants de taupes ici. Je crois qu'ici même, là, la DGSE, il y a eu des taupes chinoises qui ont été débusquées il y a quelques années. À quel moment vous arrivez à les débusquer? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, vous les repérez? Absolument. Vous savez, pour un service de renseignement, être pénétré, que ce soit technologiquement ou humainement, est ce qu'il peut arriver de pire, puisque ça fragilise la confiance et le secret dont on parle depuis tout à l'heure. La DGSE a été confrontée, en effet, mais comme l'ensemble des services de renseignement du monde, il y a quelques années, une affaire d'espionnage qui a été jugée, donc j'en parle très librement, qui impliquait en effet 2 agents et anciens agents du service qui avaient été recrutés par les services chinois. Je précise que cette affaire a été débusquée, levée, identifiée par le service lui-même qui avait décidé de le porter en justice. Vous savez que la DGSE a son propre service de sécurité interne, que nous sommes attentifs à laisser une latitude aux agents, mais que nous sommes aussi parmi sans doute les services qui contrôlons le plus nos agents. Est-ce qu'il faut être un peu monastique? Les amateurs d'histoire connaissent l'histoire fameuse de l'ambassadeur français, je crois qu'il s'appelait Dejean, qui avait une aventure en Russie, qui a rappelé à l'Élysée De Gaulle qui lui dit alors Dejean on couche. Est-ce qu'il faut être à ce point rigoureux qu'il ne faut même pas être soupçonnable en réalité? C'est-à-dire que même tomber amoureux est un problème pour un agent de la DGSE? Oui, quand on est à la DGSE, on a le plus haut niveau possible d'habilitation. On a une habilitation très spécifique à la boîte, au service. En réalité, on peut avoir une vie. Ce qui est très important, c'est en effet d'être parfaitement
transparent vis-à-vis de son administration, ce qui est contre-intuitif dans l'ensemble des entreprises ou des administrations. Quand vous êtes à la DGSE... Ça veut dire quoi? Attendez, si un de vos officiers arrive et vous dit « Monsieur le directeur général, je suis tombé amoureux d'une chinoise, elle est très bien, sous tout rapport, mais elle est chinoise », qu'est-ce que vous lui dites? D'abord, il ne le dira pas à moi, il le dira au service de sécurité qui est dimensionné pour cela. Il est clair qu'un agent qui se constitue ou est exposé à une vulnérabilité, quand bien même, en effet, cette ressortissante chinoise ou russe pourrait être très bien sous tout rapport. Toutes les Chinoises ne sont pas des espionnes. Mais dès lors qu'on estime qu'il y a vulnérabilité, ça peut nous amener à faire cesser la coopération, ce qui est parfois assez radical ou assez violent. Un agent qui n'est pas un traître et dont l'épouse n'est pas une espionne peut être amené à voir sa collaboration cesser, tout simplement parce qu'il y a un risque que nous ne sommes pas prêts à prendre. Qu'en est-il de l'espionnage par nous, entre guillemets, amis? On se rappelle les révélations concernant les États-Unis d'Amérique. Et là, on parle en particulier de l'espionnage économique, qui est extrêmement grave. On voit souvent des cas où les Américains arrivent à une réunion où ils ont une avance parce qu'ils ont écouté tout le monde. Ça continue. Vous savez, périodiquement, tous les 3-4 ans, un fait d'espionnage par une puissance amie, par une puissance alliée, est révélé en France, en Europe. Tous les 3 ou 4 ans, les autorités de ces pays, européennes ou alliés, protestent vigoureusement en disant ça ne se fait pas entre alliés. Tout le monde s'observe, tout le monde s'espionne. À chaque fois, M. Rochebin, à chaque fois, les plus hautes autorités de ces pays disent promis, c'est terminé, on arrête. Et 3 à 4 ans après, on remet le couvert. Donc il faut être naïf pour considérer évidemment que, vous savez, tous les services, tous les pays du monde ont des services de renseignement extérieur qui sont orientés vers la recherche de leurs propres intérêts. Il ne faut pas être naïf, il faut le savoir, il faut s'y préparer et il faut se défendre contre ce type de comportement. Est-ce qu'il faut accepter l'idée que la France le fait aussi alors? Il faut accepter, lorsque vous regardez les textes qui fondent la DGSE, il y a en effet une des 7 finalités qui est la recherche et la protection de nos intérêts fondamentaux dans le domaine économique, dans le domaine industriel. À chaque fois que nous estimons que nous avons des intérêts qui sont menacés, la France défend ses intérêts. Ça va jusqu'à la provocation parfois. Rappelez-vous comment on appelle ça, les stations d'écoute sur le toit des ambassades américaines. Je ne sais pas d'ailleurs si au-dessus de la Concorde, l'ambassade américaine, là tout près de la Concorde, il y a toujours ces bâches, c'est même fait un peu grossièrement, quoi. Il se fiche du monde. Au-dessus de la Concorde, il y a une installation qui peut en effet interroger, vous comprendrez que j'en dis pas beaucoup plus. Oui, et ça continue et tout le monde s'espionne. Ça fait partie du jeu. Le principe de l'espionnage, vous savez, il y en a un, c'est de ne pas se faire prendre. Voilà, c'est la règle unique en matière d'espionnage. Et malheureusement, malgré les assurances données ici ou là, ma conviction, c'est que tout le monde continuera à le faire. Il faut se protéger. Il faut évidemment protester à chaque fois que de tels comportements sont mis à jour, mais il ne faut pas être naïf. Les taupes, en France, on a souvenir dans le passé, c'était des secrets de Polichinelle, je me rappelle tel hiérarque socialiste, on n'aura pas son nom par charité, je crois qu'il l'appelait C, appelons C, voilà, dont tout le monde savait qu'il était agent du KGB, il est resté très longtemps. Est-ce que ça peut être utile de les maintenir et de les observer? À chaque fois que les services de contre-espionnage détectent en effet ce type de comportement, on se pose la question de la manœuvre. Entre d'un côté interrompre le contact très vite parce qu'on estime que le risque est trop élevé, ou alors en effet laisser dériver ce contact pour observer, voire parfois, vous le savez, et ce n'est pas un cas théorique, j'ai été confronté à cela, pour tenter de retourner la source et en faire ce qu'on appelle un agent double, et donc utiliser cette source aussi pour renseigner sur le service adverse. Est-ce que vous avez réussi alors à le retourner à nouveau? Nous avons réussi à au moins une reprise. Est-ce qu'il fonctionne toujours? Le dossier a ensuite été interrompu. L'affaire a ensuite été interrompue. Comment est-ce qu'on se restreint? Vous savez qu'il y a dans le public beaucoup de méfiance, beaucoup de soupçons à l'égard des services en général. Ce n'est pas seulement contre la DGSE. Les écoutes, le fichage. Oui ou non, par exemple, est-ce que vous pouvez décider demain de mettre sur écoute n'importe qui à l'étranger ou en France? Merci de me poser cette question parce qu'en effet, lorsqu'on pense service d'espionnage, il y a beaucoup de fantasmes. Et d'ailleurs, parfois, nous les entretenons. Et moi, c'est pour ça que si j'ai accepté le principe de cet entretien et si 1 à 2 fois par an, j'estime nécessaire de m'exprimer dans la presse écrite, c'est précisément pour dire exactement ce qu'est la réalité aujourd'hui des services de renseignement. Depuis 2015, tout ce que les services de renseignement, et notamment la DGSE, font sur le territoire national est soumis à la loi. C'est la loi du 24 juillet 2015, que j'invite vos téléspectateurs à lire, qui décrit les 7 finalités qui autorisent les services de renseignement à travailler. Donc vous devez demander une autorisation? À chaque fois que nous voulons
travailler sur quelqu'un, le placer sur écoute, piéger ses téléphones, récupérer ce qu'on appelle les fadettes, c'est-à-dire ses carnets de contact, nous devons très lent. demander une autorisation. Contrôle parlementaire, donc c'est un groupe de parlementaires qui dit... c'est un groupe, c'est une commission au sein desquelles siègent 4 parlementaires, mais pas que des parlementaires, présidés par un conseiller d'État. On a des magistrats qui sont indépendants et qui à chaque fois rendent un avis qui est liant. Lorsque cette commission nous dit que l'intérêt de procéder à telle surveillance n'est pas avéré, nous ne pouvons pas. Et je le dis ici, depuis que je suis chef de service, depuis que je suis à la tête de la DGSI et à la DGSE il y a maintenant 7 ans, évidemment, à aucune reprise, nous n'avons dérogé à ce cadre légal, qui est un cadre qui est aussi très protecteur pour les services, puisque nos missions sont définies. Ça nous couvre. Les notes blanches, est-ce que ça existe ou est-ce que c'est un fantasme? Les Italiens appellent ça très joliment les bianchetti, la note blanche qui arrive sur le bureau d'un ministre, sans en-tête, sans signature, mais on dit un tel sort avec une telle, un tel a touché de l'argent d'un tel, etc., y compris chez des politiques. Sur le principe des documents qui sortent de la DGSE, il y en a de toutes sortes, il y a différentes couleurs, donc il y a du blanc, du jaune, du vert, sans du rouge. Signature, sans rien, évidemment, c'est là que ça devient... Toutes les notes qui sortent de la DGSE sont assumées par le directeur général. Il n'y a pas un papier que je vais porter de manière clandestine. Tout sort et tout est assumé par moi-même et par le directeur général. Mais vous savez peut-être 3 séries d'éléments. D'abord, je vous le disais, ça fait 7 ans que j'exerce des responsabilités à la tête des services. À aucun moment, en 7 ans, j'ai été confronté à une demande de mes autorités, qu'il s'agisse de mon chef actuel, du président de la République, d'un ministre, dont j'estimais qu'elle ne rentrait pas dans le cadre des services de renseignement. Cette époque, très sincèrement, en tout cas ce que je vis depuis 7 ans, est révolue. Mais pardon, M. Lerner, comment est-ce qu'on détermine ça? Prenons les cas des candidats à la présidentielle. Les candidats potentiels ou déjà déclarés à la présidentielle, bien sûr qu'il y a un intérêt d'État à savoir si ils ont pu avoir un lien avec une puissance étrangère, s'ils ont des fragilités, comme vous dites. On se dit très basiquement, est-ce qu'il y a ici une fiche Attal, une fiche Retailleau, une fiche Bardella, une fiche Mélenchon? Non. La meilleure manière de répondre à cela, parce que je vous ai indiqué que je n'avais jamais été orienté sur ce type de demande, mais 2 éléments quand même. D'abord, j'ai évoqué les contrôles. Les services de renseignement sont sans doute les services les plus contrôlés, et c'est tant mieux, de France. Contrôle par cette commission, contrôle parlementaire, on a une inspection qui est propre aux services de renseignement. Et un point que les Français ignorent, n'importe quel Français peut saisir la DGSE, peut saisir la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, pour demander s'ils font l'objet d'un fichage. Et la CNIL aura l'obligation, et nous aurons l'obligation, de mettre à disposition nos fichiers. La CNIL vérifiera si l'éventuel fichage de tel intéressé est légitime ou pas. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable? Est-ce que ce n'est pas une faiblesse? Non, ce n'est pas une faiblesse, parce que tout ça est asymétrique. La personne n'a évidemment pas accès. Imaginons demain un islamiste qui se tourne vers la DGSE en demandant est-ce que je suis suivi. Évidemment qu'on ne va pas aller lui mettre sous le nez les notes qui concernent le suivi de cette personne. Mais en revanche, la CNIL, cette commission, pourra dire le suivi était légitime. Et peut-être un deuxième élément, parce que c'est aussi important. La loi de 2015, auquel j'ai fait référence, écrit et prévoit un principe de lanceur d'alerte spécifique pour les services de renseignement, c'est-à-dire que les agents des services sont déliés de leur obligation de secret lorsqu'ils estiment être confrontés à une nécessité de lancer une alerte. Voilà autant de garanties qui, à mon sens, nous protègent aujourd'hui contre les éventuelles dérives que vous avez décrites. Le soupçon du biais politique. Vous savez qu'il a existé, par exemple, dans l'affaire Dourov, le fondateur de Telegram, qui a été ici interné, qui vous a accusé. D'abord, il a dit que vous vous étiez rencontrés, c'est vrai ? Oui, je ne l'ai pas nié. Et pourquoi? D'abord, vous savez c'était un dimanche soir et j'ai en effet pris connaissance des déclarations de Pavel Durov qui m'ont interrogé à 2 égards. D'abord parce que c'était une conversation privée, que je n'ai pas l'habitude, moi, de mettre sur la place publique les conversations privées que je peux avoir. Et puis deuxièmement, parce qu'en fait, ce que M. Durov a raconté était tout simplement relevé du mensonge. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Durov, en effet, pour parler de la coopération entre les services de renseignement et les messageries cryptées, on pourra peut-être en reparler, qui pose pour nous un sujet de sécurité, et pour échanger avec lui. Nous avons échangé un certain temps, et M. Durov, je ne rentre pas dans le détail, a, je crois, à la fin de cet entretien, considéré que l'entretien avait été constructif et très intéressant. Ce qui n'a pas empêché... Lui dit que vous l'auriez incité à censurer un certain nombre de comptes conservateurs roumains. Oui. Vous savez, c'est très rare, mais la DGSE, dès que j'ai eu connaissance de ces allégations, a tenu à réagir dans les 2 heures, parce que, voilà, imaginez-vous à venir avec une liste connaissant la personnalité et l'engagement très respectable de M. Durov pour la liberté d'expression, moi venir avec une liste et lui demandant, sur notre première rencontre, de censurer tel compte, qui peut penser cela? J'ajoute un deuxième élément, M. Rogemin, M. Durov, quelques jours après, a fait état
sur ces réseaux, et ce sont des millions, des dizaines de millions de followers, lorsque M. Durov publie quelque chose, d'un déplacement de ma part qui serait intervenu en Roumanie quelques jours avant le scrutin. Je ne suis jamais allé en Roumanie dans le cadre de mes fonctions, c'est quand même très facilement vérifiable. Les autorités roumaines elles-mêmes ont démenti. Voilà, ce qui, moi, m'interroge au rapport à la vérité que cette personne peut avoir. Voilà. Mais j'ai eu l'occasion de dire ce qu'était la réalité de cette rencontre. Et donc, puisque vous l'amenez, vous ne vous êtes pas du tout rendu en Roumanie, vous n'avez pas cherché à empêcher les conservateurs roumains, ça a pris sur les réseaux une dimension inouïe. Hein. Vous n'avez pas empêché ou tenté d'empêcher les conservateurs roumains d'arriver au pouvoir. Je ne suis jamais allé en Roumanie dans le cadre de mes fonctions, mais vous savez, c'est prêter beaucoup de pouvoir aussi à la modeste DGSE que dirige, que de penser que la DGSE pourrait elle seule influer sur les résultats d'une élection dans un pays aussi démocratique que la Roumanie. La menace islamiste, c'est celle qui a causé depuis 2015 le plus de morts en France, et vous le rappeliez tout à l'heure. Comment est-ce que vous évaluez le risque aujourd'hui, si tant est qu'on puisse le faire? Le risque terroriste demeure aujourd'hui encore extrêmement élevé. Le ministre de l'Intérieur rappelait il y a à peine quelques jours que ce sont encore 9 projets d'action violente qui ont été déjoués par les services en 2024. Cette menace, elle est néanmoins en recomposition. Je pourrais en parler pendant des heures, mais grâce à l'action des services, grâce à l'action aussi des coalitions militaires sur zone, elle a diminué d'un certain point de vue. Le risque de menace projetée est moins élevé, évidemment, qu'au cours des années 2013, 2014, 2015. Nous sommes confrontés à un risque différent de menaces inspirées. Vous le savez, perpétrés ou des projets conçus ou préparés par des jeunes de plus en plus jeunes. Il n'est pas rare de voir des jeunes de 12-13 ans qui nouent à notre égard, à l'égard de la République, un sentiment de haine. Et ça, c'est croissant, n'est-ce pas ? Je ne dirais pas que c'est croissant, je dirais que ça se renouvelle en tout cas. Vous savez, nous avons été confrontés dans la décennie 2010 à une génération qui a été très largement défaite grâce aux moyens des services, grâce à aussi, il faut le dire, une organisation des services de renseignement qui est sans doute une des meilleures au monde en matière de lutte antiterroriste. Mais la menace terroriste se renouvelle en permanence, elle se renouvelle à l'étranger, en Syrie, en Afghanistan, en Afrique aussi, et il nous faut être extrêmement agile face à elle. C'est un domaine où il y a eu des éliminations physiques. Il faut rappeler que vous dirigez aussi le service Action. Je crois qu'il a son chef, son supérieur hiérarchique est d'ailleurs aussi autour de cette table, n'est-ce pas ? Ça peut lui arriver d'être dans cette salle, en effet. Donc ça, c'est le service Action qui mène des opérations clandestines, y compris d'élimination physique, de tuer des gens. Je crois que vous appelez ça pudiquement entrave physique, c'est ça ? On peut appeler ça comme ça, en effet. C'est l'euphémisme d'entrave physique. Alors, le président de la République précédent, François Hollande, en avait fait état publiquement, n'est-ce pas ? Quelle est la logique ? C'est-à-dire, à quelle logique est-ce que vous répondez quand on en arrive à ce stade qui, pour une démocratie libérale, est le cas extrême du droit ? Deux séries d'éléments. D'abord, la France, en effet, est une démocratie libérale qui, sans doute, parmi les États de la planète, est la plus attachée au droit, à la règle de droit et au droit international. Néanmoins, et là aussi c'est organisé par des textes, le décret qui crée la DGSE l'organise, il est certaines situations où lorsqu'on s'en prend à elle, la France se réserve la possibilité, de manière clandestine, d'agir, et parfois d'agir au travers d'opérations telles que vous avez mentionnées. C'est la part la plus clandestine, la plus secrète de la DGSE, dont vous comprendrez évidemment, sur laquelle vous comprendrez évidemment que je ne m'appesantisse pas. Le cas que vous évoquez, les djihadistes, est un petit peu différent, dans le sens où la France, lorsqu'elle était engagée en Syrie, au Sahel, était engagée dans un cadre international, la légitime défense, une résolution des Nations Unies. Situation de guerre, en fait. Situation de guerre, consentement d'un État ou demande d'un État qui justifiait, qui fondait en effet une action militaire. Et c'est dans ce cadre-là que les ministres des armées successifs ont parfois revendiqué l'élimination d'un djihadiste, dans le cadre, en effet, tel que vous l'avez dit, d'une guerre, d'un conflit militaire. On sent bien que la logique de guerre est nécessaire. Moi, je me rappelle dans la Situation Room, quand les Américains tuent Ben Laden, avec le directeur de la CIA qui est là, Barack Obama, même là, ils maintiennent un peu la fiction et ils disent « enemy killed in action hein. ». L'ennemi est tué dans le cours de l'action, même si c'est un peu fictif, parce que l'exécution extrajudiciaire, là, on est un peu à la... Je connais moins le cadre juridique américain, pour être honnête. Ce sur quoi je veux être affirmatif, c'est qu'en effet, quand la France assume une opération d'élimination de djihadistes de ce type-là, elle le fait dans un cadre, en effet, de conflits militaires parfaitement définis. Quand on compare aux autres services, Mossad, CIA, SVRus, on en parlait, qui sont les meilleurs aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des références ? On sait qu'il y a des cotes et des décotes. C'est difficile de faire une hiérarchie des services. On a des services qui sont très bons sur un domaine, sur un segment. Le renseignement humain, le renseignement technique. Qui sont les meilleurs renseignements humains ? Renseignement humain, les services britanniques ont une réputation, les services israéliens, américains, vous en avez cité. On a certains qui sont
très focalisés sur la menace technologique. Et pas forcément, et je n'en citerai pas pour le coup, pas forcément les grands services que vous avez cités. Et puis ensuite, on a certains pays ou certains services qui sont focalisés sur une menace. Les pays d'Europe de l'Est, les pays nordiques ou pays baltes, évidemment, sont focalisés sur la menace qui est à leur porte. Les services israéliens sont focalisés sur la menace iranienne. Là où les attentes sur un service comme la DGSE sont, on l'évoquait en début d'entretien, sont beaucoup plus larges. Tout l'enjeu pour un service comme la DGSE, c'est de coopérer avec les services qui sont les meilleurs sur tel ou tel segment, telle ou telle capacité, tel ou tel champ géographique. L'opération Beeper menée par les services israéliens, où ils ont réussi cette chose incroyable de fabriquer ces beepers en secret pendant des mois, et à la fin de tuer ou de mutiler, je crois, plus de 1500 membres du Hezbollah. Qu'est-ce que ça vous inspire ? 2 éléments peut-être. D'abord, je suis un professionnel du renseignement, je dirige, vous l'avez rappelé, un service clandestin, un service action. La manière dont cette opération a été conçue, mêlant renseignement humain, infiltration, renseignement technique et technologique, est évidemment la marque d'un grand service, d'un très grand service, comme peut l'être le Mossad. Donc le professionnel l'analyse comme la marque d'un très grand service de renseignement. Une fois qu'on prend un peu de champ, et vous me permettrez de citer ici, parce que je le recommande vraiment à tous les spectateurs qui s'intéressent à la matière, à l'espionnage et au renseignement. Un livre de Ronen Bergman qui s'appelle « Lève-toi et tue le premier » et qui fait l'histoire de l'État d'Israël au travers de ces assassinats ciblés et qui montre très bien, l'opération Beeper n'a pas été le premier succès des services ou de l'armée israélienne, qui montre très bien comment les services israéliens ont accumulé ce type de succès, mais qui montre aussi 2 choses. Comment, d'abord, les services israéliens ont parfois été aveuglés, n'ont pas vu venir certaines menaces. La guerre des 6 jours, la montée de l'OLP, les phénomènes d'intifada. Et puis deuxièmement, ce livre aussi montre très bien comment, à certaines époques de l'histoire d'Israël, cet État a pu être entraîné dans une forme d'hubris, parce que oui, la puissance est là, parce que la technicité est là, parce que le savoir-faire est là, et a pu parfois négliger la voie ou la solution diplomatique. Et c'est pour cela, instruit aussi de cette leçon de l'histoire, que vous savez que la France plaide aujourd'hui, malgré ses succès tactiques, qui sont en effet, d'un point de vue d'un professionnel, impressionnants, pour que la voie désormais du politique et de la diplomatie prenne le relais. Il faut savoir se retenir. Je dis qu'à un moment donné, un service de renseignement agit au service d'une fin qui doit être diplomatique, qui est que politique, et que la stabilité d'un pays passe nécessairement à un moment donné par une action diplomatique et pas uniquement par une action militaire ou de renseignement permanente. C'est intéressant. En tout cas, c'est mon point de vue. La maxime que vous citez, le « lève-toi, si quelqu'un veut te tuer, lève-toi le premier, tue-le », c'est ce que dit toujours Netanyahou et Poutine. C'est pas détendre. Non, c'est pas détendre. C'est pas détendre. Ça peut en effet légitimer une forme de guerre préventive. Et encore une fois, j'invite chacun, c'est un livre et un bouquin assez épais, mais qui est absolument passionnant, pour qui veut comprendre l'intrication entre action clandestine et grande diplomatie ou politique. Est-ce que ça veut dire assumer la brutalité ? J'avais interviewé Pompeo, patron de la CIA, qui était devenu ensuite aussi, qui était aussi secrétaire d'État. Lui disait, la CIA doit être brutale, et il le revendiquait. Est-ce que vous le pensez ? Je pense qu'il y a certaines circonstances, je le disais tout à l'heure, où il est nécessaire d'affirmer que lorsqu'on s'en prend à elle, la France répond. Donc une forme de brutalité, en tout cas de message et de forme directe d'un certain nombre de messages, oui, il y a un certain nombre de cas où c'est nécessaire. Il y a une page dans Hannah Arendt saisissante sur les régimes totalitaires et les services de renseignement et les polices secrètes. Elle parle de la police secrète du Tsar, l'Okhrana, qui avait le fantasme. D'ailleurs, je crois qu'ils ont commencé à faire un système de fiches pour ficher la société entière. Ils avaient commencé avec des agrafes, etc. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, Internet, cette puissance incroyable, est-ce que ça fait qu'on y est ? Qu'en réalité, on a une vision que vous avez, si vous le voulez, une vision totale de la société française, sachant qui est en lien avec qui téléphone à qui ? On en est extrêmement loin, et d'ailleurs c'est pas ce que nous souhaitons, parce que la limite à la fin, la limite à chaque fois que moi je parle à mes officiers traitants ici, à mes enquêteurs, la limite elle reste humaine, ça reste le cerveau humain. Et vous savez, la pire crainte des officiers traitants ou des enquêteurs, c'est d'être confrontés à une masse de données qu'ils ne pourront pas exploiter. Trop d'informations tue l'information. Et donc en fait, nous, notre enjeu, c'est pas tant de recueillir cette masse d'informations, mais c'est de le faire de manière ciblée. Et là, on a 2 enjeux aujourd'hui. On évoquait tout à l'heure les messageries cryptées. C'est en effet comment un service peut aujourd'hui travailler dans ce monde du chiffrement
et de la généralisation des messageries cryptées. Et c'est en effet comment l'intelligence artificielle peut être mise au service, non pas de la collecte massive de données. Ça, je dirais que c'est assez facile aujourd'hui. Assez facile pour nous, mais assez facile pour n'importe qui aujourd'hui s'intéresse un peu à ces sujets. Moi, je suis frappé de voir comment parfois certains consortiums journalistiques recueillent des données dites publicitaires et arrivent, vous voyez régulièrement ces enquêtes. Donc l'enjeu pour nous, c'est pas de recueillir ces données, on ne sait pas quoi en faire. C'est simplement, grâce à l'IA, de garantir qu'on les exploitera de la manière la plus pertinente possible. Dernier mot personnel, Nicolas Lerner, comment est-ce qu'on vit quand on est au cœur de tant de secrets qu'est-ce qu'on apprend? Ça fait 7 ans que vous êtes là, DGSI, puis DGSE, j'imagine d'abord la méfiance, non? On doit se méfier de tout et de tout le monde. Je le disais tout à l'heure, la paranoïa est en effet une forme de qualité. Même les paranoïaques ont des ennemis, disait je ne sais plus qui. Même les paranoïaques ont des ennemis, nous connaissons nos ennemis. Je vous rassure néanmoins, lorsqu'on est patron d'un service comme la DGSE, on sait aussi qu'on peut faire confiance, et je fais confiance aux, j'évoquais tout à l'heure, 7500 hommes et femmes. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais de profils absolument exceptionnels, de formation exceptionnelle, de dévouement absolument exceptionnel. Et moi, c'est ce que je retirerai le jour, j'espère le plus tard possible, où je quitterai mes fonctions au service de l'État et au service de la France. C'est ça, c'est cette série de rencontres, et c'est ce dévouement, et c'est ce courage, cette aventure humaine, aujourd'hui avec le ministre des Armées et au service de la République et de la France. Nicolas Lerner, merci de nous avoir accueillis chez vous, à la DGSE, pour cet entretien exceptionnel, le format exceptionnel. Effectivement, je crois que c'est la première fois dans l'histoire des services de renseignement français qu'un patron de renseignement prend autant de temps pour expliquer ce qu'il fait. Et ce qu'on vit, c'est le brevet des politiciens de Mazarin qui dit même quand tu es seul chez toi, tu dois imaginer que quelqu'un t'observe. Est-ce qu'on garde un réflexe pareil ou est-ce qu'on arrive quand même à se libérer? On a toujours une petite part de soi qui peut imaginer que quelque part, on a un service qui a réussi à percer la faille. Donc on est quand même sur le qui-vive H24 ou quasiment. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous.